Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Bonjour, et aujourd'hui dans Plein Lado, une invitée qui était déjà venue quand on avait inauguré l'émission, Nathalie Garçon, qui est coach, spécialiste du Born to Do. Et si vous ne savez pas ce que c'est, on a 1 heure ici pour savoir et pour préciser, quoique aujourd'hui, petite originalité dans l'émission. Vu que c'est le mois de Hadar, et le mois de Hadar, on fait un peu n'importe quoi, on rigole beaucoup aussi, on change les règles, n'importe où, on fait des choses à l'envers. Je ne serai pas obligatoirement l'intervieweur et elle l'interviewée, mais on changera les rôles. Bon, vous allez voir ça, on vous a concocté un petit truc avec beaucoup d'improvisation aussi et beaucoup de bonne humeur. Nous inaugurons aujourd'hui les nouveaux écrans du studio. Et c'est très émouvant. Mais bon, on va pas maintenant s'émouvoir en public. Je vais d'abord dire bonjour à Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour Bernard. Contente de revenir nous voir. Mais avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir. Pour nous aussi, c'est toujours un plaisir d'écouter sur le Born to Do. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi sommes-nous venus ici? Est-ce que c'est juste pour aller bosser dans un truc parce qu'on l'a étudié à la fac? Ou est-ce qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on aurait pu faire quelque chose qui nous plaisait peut-être beaucoup plus, qui nous ressemblait en tout cas beaucoup plus? Tout ça, on va le voir avec toi. Et pour se prêter à notre petit jeu, ce qu'on va faire, on va remonter un peu aussi dans nos vies respectives, dans ce qu'on a fait, nos petits rêves d'enfant, parce qu'il y a un sujet, c'est le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, qui est très très important. De plus en plus de parents viennent et me disent, voilà, mon fils n'a plus de rêve. Il n'a pas envie de faire quelque chose particulièrement, il est toute la journée devant son écran, il vit une espèce de vie virtuelle et là-bas il s'amuse beaucoup, mais dans la vie normale il a l'air de s'embêter et il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, il ne sait pas ce qu'il veut faire demain. Toutes ces questions-là, elles sont un peu récurrentes, elles reviennent, on a l'impression que c'est devenu comme ça la société. Or, par exemple dans les jeux vidéo, si on en parle, on s'aperçoit que l'enfant là-bas a plein d'idées, plein d'ambitions, plein d'originalité, de créativité. Et où elle est passée dans la vie de tous les jours, pourquoi il n'arrive pas à faire justement cette connexion? C'est ce que je veux voir avec toi. Mais avant de rentrer dans ta spécialité, tu vas avoir le temps de nous dire comment tu travailles, etc. Viens, j'ai une petite question personnelle. Oui. Que pensait Nathalie Garçon quand elle avait 8-10 ans? Quels étaient ses rêves de petite fille? Alors là, c'est une question piège, Bernard, effectivement. On pourrait s'y attendre quelque part. Oui, bien sûr. Non, mais tu vas pouvoir te venger tout à l'heure. Bien sûr, je vais prendre mon rôle d'intervieweur. Écoute, moi, quand j'avais 8-10 ans, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, mon travail sur le Born to Do m'a obligée à repasser par ces étapes-là. Parce que très souvent, on les met de côté, puis on n'y pense plus. On se dit, maintenant, je suis une adulte, je dois faire des choses d'adulte, je dois avoir un travail respectable, je dois avoir un salaire. Et puis, on rentre dans un espèce de rôle comme ça. On joue un peu un rôle. Oui, on joue un rôle parce que finalement, on nous a dit qu'il fallait faire de l'argent, qu'il fallait gagner sa vie, qu'il fallait avoir un travail, un bureau avec un ordinateur. On a plein de règles comme ça pour le jeu. Et puis, quand on s'arrête, tout d'un coup, on se dit, mais finalement, pourquoi? De toute façon, si tu veux pas jouer le jeu, ton banquier t'appelle et te dit, est-ce que tu peux jouer un tout petit peu le jeu? C'est vrai que finalement, la société a intérêt à jouer le même jeu. Tout le monde a intérêt à jouer le même jeu parce que sinon, on serait tous jaloux de ceux qui jouent pas le jeu. Donc, on est tous un petit peu complices de ce jeu-là. Et puis on est quand même jaloux. On est jaloux des marginaux. Sûr. C'est un type qui dit, oui, je suis écrivain, j'écris un livre tous les 2 ans. Comment tu fais? Mais comment tu fais? Quand tu as envie de lui dire, mais comment tu fais pour vivre? C'est sympa d'écrire un livre. Pour vivre, mais surtout, pourquoi toi, tu arrives à faire ça et nous, on est obligé de courir à partir Pourquoi de 8 nous, heures on a du notre rêve avec un livre à écrire dans le placard et puis on le ressort tous les 2 mois? Tu as magnifiquement joué, mais arrivons à ma question. Donc... C'était l'introduction. Tout à fait. C'était l'introduction. Donc, la Nathalie de 8 ans, elle était où d'abord? La Nathalie de 8 ans, elle habitait à Paris. Elle habitait à Paris et puis elle était une enfant très, très responsable, déjà, depuis très tôt. Oula. Une aînée. C'est sérieux, ça? Oui, très responsable, très réfléchie, avec beaucoup d'idées de grandes adultes, parce que quand on est aîné, finalement, on fréquente beaucoup plus des adultes que des enfants. Mais en faisant mon travail donc de rétrospective, en disant finalement pourquoi je suis là, un petit peu pour comprendre un petit peu quelle est ma mission sur Terre, j'ai dû repasser par toutes ces étapes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un thème
qui était présent depuis le début. Et c'était ça dont je pensais qu'on allait parler justement aujourd'hui par rapport aux adolescents. Alors t'inquiète pas, on va en parler. Bah oui, mais je le dis sur moi parce que c'est ta question. Moi, dans cette émission, je jette les choses comme elles me viennent. Quand j'entends quelle était notre mission sur Terre, on a l'impression d'être tombé sur un missionnaire qui nous a attrapés au coin de la rue. Comment tu as traduit ça de cette façon, toi, dans ta recherche, justement ? Eh bien, justement, je suis retournée, c'est exactement la question que tu as posée, je suis retournée à mon enfance et je me suis dit, mais finalement, qui était à l'essence même de mon être ? Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu philosophique et existentiel, mais c'est ça, je me suis dit... Mais pour toi, c'est une étape incontournable. Disons que si on n'arrive pas à trouver ça, on va se louper. On est obligé d'enlever un peu les épluchures autour de tout ce que, justement, ce rôle qu'on joue en tant que maman, parent, en tant que salarié ou pas, en tant que personne dans une société, dans une communauté. Donc, on enlève un petit peu tous les niveaux et toutes les épluchures. Puis à la fin, on reste avec le centre. Et le centre, c'est quand même, quand on retourne à l'enfance, c'est vraiment un bon indicateur de qui on était. Donc, pour répondre à ta question, moi, le thème transversal que j'ai trouvé, qui continue à m'habiter aujourd'hui et qui m'habitait déjà très, très petite, c'était le thème du sens, la recherche du sens. Wow. Ouais. Comme ça. T'es sérieuse comme ouais. ça ? C'est-à-dire, pendant que les autres allaient jouer à la poupée et tout, t'as dit chut, le sens. Ça se traduisait pas comme ça, mais... T'avais des amis ? Peut-être pas beaucoup, finalement. Maintenant, je comprends mieux. Mais, Ils roulaient dans l'autre sens. Mais c'est vrai que, dit comme ça fait mot d'adulte, mais un enfant qui va peut-être toujours poser la question « pourquoi ?» Il y a des enfants qui posent toujours la question pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire ça, pourquoi c'est important. J'étais tout le temps en train de poser la question pourquoi. J'acceptais rien comme tel et il fallait toujours comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je traduis ça comme une recherche de sens. À l'époque, à 8 ans, j'appelais pas ça une recherche de sens. Mais ça s'est développé et après, au niveau de l'adolescence, au niveau de ma vie adulte. On a un peu de mal quand on est parent à penser que notre enfant de 8 ans est en train de chercher le sens. C'est vrai. Tu te faisais pas remballer des fois en disant on va ranger ta chambre, on verra le sens plus tard. Non, alors c'était le mot d'ailleurs que je pense que tous les enfants n'aiment pas, mais que tous les parents utilisent, c'était « on verra ». Tu connais ce mot-là, oui, on verra. On verra. Tu vois, mais pourquoi ? Tu sais quoi, on verra. On verra plus tard, on verra demain, on verra dans un mois. Ça, c'est le mot que tous les parents utilisent, et que donc, j'ai utilisé moi-même. Il y a peut-être des gens d'ailleurs. qui ont dit pour eux-mêmes, on verra, et qui sont encore en train de, quelque part, de courir derrière le sens. De voir. Et de se dire, est-ce qu'on verra vraiment quelque chose au bout des... On verra. C'était le moment, en tout cas, quand j'étais enfant, je me rappelle encore, je ne le supportais pas. Mais j'ai dû l'utiliser en tant que maman, je te rassure, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, on verra bien, ça reste très flou, il n'y a rien de précis, et puis on n'a pas de réponse finalement. Voilà. D'accord, donc moi j'ai fini avec ma première question, on va jouer le jeu, Ouais. on va jouer le jeu au bout. Est-ce que tu as une question, toi ? Tu n'es pas obligé de reprendre la même, attention. Ça... Si, c'est ça qui est drôle. D'accord, mais si tu reprends la même, ensuite tu devras en inventer une. D'accord, on fait le jeu, ça marche, d'accord. Bernard Zanzouri, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans les studios de Kalita. Oui. Et j'aimerais Je vous remercie de m'inviter. Oui, je sais. Écoutez, vous savez, vous êtes un personnage quand même incontournable de la communauté francophone. Vous n'avez pas eu le choix, quelque part. Et donc, j'aimerais bien vous poser, à l'occasion de cette émission Vena Aforou, puisque c'est le thème, vous poser la question, quel était l'enfant Bernard Zanzouri ? Et j'aimerais vous préciser la question, en quoi il ressemblait au Bernard Zanzouri qu'on connaît aujourd'hui et en quoi il était complètement différent ? Alors, c'est marrant parce que quand on est jeune, on se voit d'une certaine façon et des fois, on entend sa mère en train d'expliquer à une prof d'école comment on est et on ne se reconnaît pas du tout. Mm-hmm. Moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire, moi, j'avais l'impression d'être un enfant tout à fait normatif, sympa. J'étais joyeux tout le temps. Un peu, peut-être, un peu renoun, un peu pigeon, peut-être. J'étais le deuxième de ma famille. Mon grand frère, je le suivais. Il avait presque 4 ans de plus que moi. Donc, je n'avais pas besoin de me poser 100 000 questions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je suivais mon frère. Et puis les choses étaient claires. Mais en fait, quand j'entendais les autres parler de moi, ils disaient, regardez, il est très timide, il parle pas beaucoup. Alors, ça n'a pas toujours été vrai, parce qu'on m'a raconté, j'ai un très vague souvenir, que vers 4-5 ans, j'étais beaucoup plus extraverti. J'imitais des chanteurs, je grimpais sur les tables, je chantais. Et puis, ça a disparu vers 8-9 ans. On n'a pas de photos ou de vidéos, là, de toi en train de chanter? Alors, les photos et les vidéos, heureusement que ça n'existait pas à l'époque. Cher pour les voir. Ça n'existait pas à l'époque, mais on m'a raconté que des voisins montaient, etc., en disant le petit qui fait son show. One man show. Et moi, j'ai plutôt le souvenir d'après, c'est-à-dire d'enfant réservé qui était un peu toujours un peu décalé. Peut-être parce que aussi, moi aussi, je recherchais, je me posais des questions. J'étais dans l'observation. Je voulais savoir comment ça marchait, alors que les jeunes de mon âge vivaient plus simplement. Ouais. Mais ça, on remarque la différence des enfants. Mon premier jour d'école, par exemple, à un moment, je me suis lâché. J'ai dit, je vais courir comme tout le monde. Ouais.
Et j'étais encore en maternelle, j'étais rentré, puis un gosse m'a fait un croche-pied, j'ai fini avec 3 points de suture. Ah ouais. Ma première journée, je ne l'ai pas Mauvaise terminée. expérience. Ça a été ensuite un modèle pour moi. Je finissais pas mes journées d'école. Je me sentais obligé de partir avant, toujours. Mais donc, au bout de 2 heures d'école, je suis arrivé chez ma mère avec une infirmière, et le crâne ouvert, elle a dû m'amener me faire recoudre. Mais j'ai payé un peu aussi ma naïveté. Je croyais que c'était un monde sympa, bienveillant, où on allait rigoler. À partir du moment où j'ai compris qu'il y avait des règles et des bonhommes qui étaient beaucoup plus avertis que moi, qui avaient un agenda aussi, qui étaient venus réussir ou tenter des choses, même sur les autres, je me suis posé pas mal de questions, petit déjà, sur l'humain et sur pourquoi ils faisaient ça, quoi. Pourquoi on venait pas juste rigoler, tu vois, jouer. la question pourquoi dont on parlait. Ouais, et ben moi j'ai pas trouvé pendant très très longtemps. J'ai pas trouvé. Je cherche encore. mais j'avais vraiment envie, j'avais besoin de cet endroit là où j'allais pouvoir montrer mes qualités, des choses que j'avais envie. J'adorais très vite, dès que j'ai su lire, j'aimais les poésies, les trucs, les vers, les trucs mignons. Et dans le monde de la cour de récréation, c'était la jungle. Il y avait des règles, il fallait jouer avec des leaders qui étaient plus forts, tu pouvais prendre des coups. Et moi, j'étais toujours en décalage perpétuel avec ce monde. Et chaque fois, je devais appeler mon grand frère à la rescousse, qui lui ressemblait au monde concret. Il était fort, il était grand comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a qui embête mon frère? Il savait etc. jouer les règles du jeu, quoi. Lui, il savait parfaitement jouer les règles, il comprenait, c'était un leader dans l'âme. Il avait mis toute la cour de récréation qui l'obéissait, etc. Alors que moi, j'avais aucune connexion facile. Rien n'était facile chez moi. Je devais construire. Okay. Je plaisais même pas facilement, d'ailleurs. Il fallait que je me fasse connaître. Ça prenait toujours un temps. C'était jamais automatique. Donc c'est Bernard, les coulisses de Bernard Zanzouri. Alors là, tu nous donnes un petit aperçu. Et on va peut-être même comprendre ensuite ma vocation. J'essaie d'aider les pauvres garçons comme ça qui n'arrivent pas à trouver leur chemin. C'est passionnant en tout cas d'entendre tout ça. À trouver leur chemin. Alors là, attention, ça va être à toi. Ah oui. J'espère que tu es prête, sinon on fait une pause. On va couper l'émission. Dans cette recherche-là, alors, juste avant de passer à ta question, etc., tiens, chaque fois, on va faire des petits arrêts. Ouais. Raconte-nous un tout petit peu plus, parce que j'en ai dit 2 phrases comme ça, mais je le dirai sûrement moins bien que toi. Qu'est-ce que c'est que ce Born to Do et pourquoi tu t'es mise sur ce créneau-là? Pourquoi ça te passionne? Écoute, je crois qu'on a déjà fait une superbe introduction, en fait, parce qu'on en a parlé vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment d'arriver à un moment donné à se poser une question, de se dire pourquoi on est là. Moi, ça m'a passionnée parce que professionnellement, je ne trouvais pas ma place et que j'avais fait beaucoup de choses qui avaient l'air intéressantes et qui avaient l'air d'être très reconnues et que tout le monde de l'extérieur pensait que c'était génial. Mais moi, à l'intérieur, j'étais, comme tu disais, un petit peu décalée et je n'étais pas à ma place. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. La question, c'est combien de gens se posent la question et combien de gens ont le courage de faire quelque chose avec cette réponse. Donc, quand j'ai vu ça et que j'ai compris le pouvoir que ça avait d'être à sa place ou de ne pas être à sa place, d'être aligné par rapport à ce que j'avais vraiment envie de faire, j'ai commencé à chercher parce que je me suis dit, c'est évident que si je suis alignée avec ce que j'ai vraiment envie de faire, je vais pouvoir être très, très performante dans ce que j'ai envie de faire. Et c'est génial. Fait. Donc, si on veut essayer de comprendre un peu plus en profondeur, il y a une espèce de nous-mêmes, de moi personnel, qui est en fait le type qui me ressemble le plus, qui est moi-même, et sauf que j'arrive pas obligatoirement à rentrer en connexion avec lui ou à laisser ce moi-même s'exprimer, sortir à l'extérieur. Et à la place de ça, très souvent, je vais me conformer à des espèces de, comme tu as dit tout à l'heure, l'endroit, est-ce que je suis à ma place? Des places qu'on a créées un peu pour toi parce qu'il faut étudier, parce qu'il faut faire, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut se marier plus tard. Donc voilà, et joue des rôles et prends des places qui ne sont pas obligatoirement les tiennes. Exactement. Et en fait, il y a des couches. En fait, on superpose des couches sur qui on est vraiment à l'intérieur. Et puis, comme tu parlais tout à l'heure des enfants, on est enfant. Au début, on a un accès beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané à qui on est vraiment à l'essence. Et puis, au fur et à mesure, on ajoute des couches. Il y a l'école qui ajoute des couches, les parents, la situation, comme tu dis, les études, la société. Et puis, au fur et à mesure, on se perd. En fait, si on reprend bien mon histoire de tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, j'arrive à l'école avec je sais qui je suis. Ouais. Je sais ce dont j'ai envie. Et puis, dès le premier croche-pied, je comprends qu'il va falloir m'adapter. Si je veux vivre dans ce petit microcosme, je vais devoir m'adapter, sinon ça ne va pas passer, quoi. La première fois, tu peux faire 3 points de suture. La deuxième fois, c'était un plâtre. Et la troisième fois, tu vas te faire dégommer. Oui, parce qu'en plus, en fait, il y a des associations d'émotions en fait, qui se greffent. Parce que toi, l'association d'émotions, c'était quand je suis moi-même, je me fais dégommer. Donc, finalement, la deuxième fois, j'ai peut-être pas très envie d'être moi-même. Et la troisième fois, en tout cas, sûrement pas à l'école. Il va falloir que je trouve un endroit dans mon placard
placard, etc., où je peux être moi-même Exactement. complètement. Et là, sans qu'on se moque, sans qu'on me tape, Exactement. sans être en porte-à-faux avec le programme scolaire. Voilà, et ça, c'est un contexte d'enfant où il y a effectivement des exigences d'école, de parents, mais quand on est adulte, on a beaucoup plus d'exigences de réalité, d'amener de l'argent à la maison tous les mois, d'élever des enfants, d'être un parent, etc. Donc, on est beaucoup plus à même de cacher un petit peu sous le tapis la vraie partie de nous-mêmes et puis de jouer un rôle qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a besoin de vivre. C'est tellement intéressant qu'on arrive déjà à la fin de notre premier quart d'heure de l'émission. Wow. Et on se retrouve tout de suite après la petite pause. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Et donc, avec Nathalie Garçon, coach spécialisée dans le Born to Do, nous continuons notre petit jeu du mois de Hadar, où je ne suis plus l'intervieweur obligatoirement. Et d'ailleurs, c'est à Nathalie de poser une question que je vais lui retourner ensuite. C'est le petit jeu du jour, un petit ping-pong de questions, pour essayer de savoir si on a suivi un peu une ligne qui fait qu'on ressemble à notre moi intérieur et nos envies profondes ou pas du tout. On va le savoir tout de suite avec la question de Nathalie. Moi, je lui avais posé une question sur Nathalie petite, comment elle était. Et là, attention, elle renvoie la balle. Attention, attention. Bernard, es-tu prêt pour la question ? Tout à fait. Bon. Alors, moi, j'ai un jeu que je joue avec mes clients. Et je leur pose la question suivante. Je leur demande s'ils avaient, donc je te demande à toi, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais exprimer n'importe quel côté de ta personnalité et donc, le Born to Do, réaliser un rêve aujourd'hui et que tu pourrais être qui tu as envie d'être et faire ce que tu as envie d'être et réaliser les projets que tu as envie de réaliser dans la mesure où tout est possible avec cette baguette magique. Quels seraient ces rêves et quels seraient les projets que tu réaliserais ? Alors, pour le public qui nous regarde, on n'a pas travaillé avant. C'est donc une question piège. C'est une question piège, comme toutes les questions qui vont être posées dans cette émission. D'un autre côté, elle me plaît bien, cette question. Eh bien, en vrai, ça serait une espèce de baguette de chef d'orchestre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Parce que justement, moi, l'histoire du Born to Do et de ce que tu fais me parle énormément et m'intéresse énormément. C'est même ma recherche, même quand j'ai affaire à des ados, à des parents. En fait, j'aimerais être une espèce de chef d'orchestre qui fait jouer des instruments, mais qui les fait jouer pas au bon moment, au bon rythme, mais qui fait jouer le véritable instrument que tu es. Ok. Par exemple, il est possible que tu joues du violon, mais qu'en vrai, tu sois une contrebasse. Ok. Or, moi, j'ai envie, avec ma baguette magique, de dire aux gens, sortez votre vrai instrument. Ok. Et à partir de ça, composer une vraie musique, j'ai l'impression que la musique du monde dans lequel je vis est quelquefois faussée. Je n'ai pas affaire aux véritables personnes. Je parle avec des gens, je vois des gens, je reçois, mais ils ne se montrent pas, ce n'est pas leur vrai visage. Mm-hmm. Or, moi, j'ai envie de jouer avec les vrais instruments et de faire en sorte que ce monde joue sa musique, mais que chacun joue son véritable instrument. Parce que quand tu ne joues pas ton instrument, tu joues faux ou tu joues à côté de la plaque. Ouais. Et c'est pas les bons sons et t'as pas l'expérience c'est pas toi. Bah ouais. Et j'ai l'impression effectivement que là on touche exactement à notre sujet parce que c'est une vraie réponse, c'est pas une réponse pour être dans le thème. Mm-hmm. C'est un peu ma recherche. D'ailleurs, quand je suis en relation avec quelqu'un, j'aime lui dire des fois bon, laisse tomber, tombe le masque, ouais. Allez, viens, joue tranquille. Je vais pas t'agresser, ouais. Je vais pas attaquer, etc. Joue ton vrai son. Ouais. Qui es-tu vraiment quoi? Et dans cette recherche, effectivement, si j'avais cette occasion-là de pouvoir, avec ma baguette magique, faire quelque chose, c'est dire aux gens, et à moi-même peut-être, et venez, on tombe les masques, on enlève le masque qu'on est obligé d'avoir parce que la société, parce que la religion, parce qu'on nous regarde, parce que le travail, etc. Et qui es-tu ? Ouais. Parce que j'ai envie d'être en contact avec cette personne-là que tu es vraiment. Waouh, super réponse. Hein. Pour en plus une réponse pas préparée, là, tu quand je prépare, je suis moins performant d'ailleurs. J'ai remarqué. On va essayer de pas préparer alors. Attention, t'es prête? Parce que maintenant je te la renvoie. Alors ouais. Toi, qu'est-ce que ça serait? Écoute, en même temps, j'étais très concentrée dans ce que tu disais. J'aimais bien l'idée de la baguette magique, la baguette du chef d'orchestre. Là, mais tu peux plus. Mais je peux pas la piquer. Mince. Non. Ok. Eh ben, écoute, moi, je pense que si j'avais une baguette magique, j'aimerais pouvoir connecter les gens à eux-mêmes et surtout, leur donner la possibilité d'arrêter d'avoir peur. Parce que de mon observation, c'est vraiment la peur qui nous empêche d'être qui on a envie d'être et d'arriver. Alors viens, on creuse. Ouais. La peur de quoi, Nathalie? De quoi est-ce qu'on a peur? Quelque part, au début, je pensais que c'était la peur d'échouer. Mais des fois, je me demande si c'est pas la peur de réussir.
Alors vas-y, t'en as pas assez dit. En fait, on se dit, si je fais ça, je vais peut-être pas y arriver. Comment je vais faire ? J'ai pas l'expérience, j'ai pas l'expertise, je sais pas comment le faire, etc. Donc, on se donne plein d'excuses de pourquoi on devrait pas le faire. Mais en fait, je me demande si, par exemple, si on joue vraiment à ce jeu-là, c'est-à-dire, et si finalement, je me donnais ma baguette magique, et laquelle elle serait ? Est-ce que j'aurais envie d'aider des enfants, comme ce que toi tu fais ? Est-ce que j'aurais envie d'aider des adultes ? Est-ce que j'aurais envie d'aider des femmes ? Je sais que moi, personnellement, je suis passionnée par justement les femmes, par leur manière à elles de gérer leur vie, par comment est-ce qu'elles sont en même temps des mères, en même temps des épouses, en même temps des personnes qui se posent des questions existentielles, en même temps avec des responsabilités qui sont dans le micro, dans le macro. Donc moi, je sais que c'est les femmes qui m'intéressent, mais chacun ou chacune d'entre nous, on a tous un sujet qui nous passionne. Et comment on fait pour ouvrir un petit peu, comme tu dis, faire tomber le masque, ouvrir le rideau, laisser tomber, et puis ne plus avoir peur, se dire peut-être que je peux même juste m'imaginer faire quelque chose et qui ressemblerait à qui je suis vraiment. Alors, je veux toucher avec toi l'histoire de la peur de réussir, mais d'abord, on va voir la peur de l'échec. Ouais. Parce que chez les enfants dont on parlait tout à l'heure, le monde virtuel, et j'ai commencé un peu l'émission avec ça, on voit énormément ce phénomène-là se passer sous nos yeux, c'est-à-dire des gosses qui se disent l'échec de l'école, d'avoir une mauvaise note, c'est trop lourd. Ouais. Alors que l'échec du monde virtuel, de jouer à un jeu vidéo, j'ai perdu, je recommence une partie, j'efface le truc, je peux repartir et à la fin, je vais gagner. Et je connais énormément d'enfants qui vont chercher des réussites dans le monde virtuel. Mm-hmm. C'est-à-dire, là-bas, je suis fort, là-bas, je suis le numéro 1, là-bas, je suis le plus fort de la semaine dans tel jeu. Alors que dans la vie normale, on ne me reconnaît pas. Pire que ça, quelque part, il y a aussi un petit casier judiciaire, entre guillemets, même dans les écoles. Un mauvais élève, en général, a d'énormes chances de rester mauvais élève et un bon élève de rester bon élève toute sa vie parce que c'est très, très dur de passer d'un panier à l'autre, de passer de 3 éridotes à 4 éridotes une fois qu'on t'a affiché, etc., etc. Alors que dans le jeu virtuel, non, c'est pas vrai. Ouais. Tu arrives à t'habituer, tu comprends un peu comment ça se passe, et t'as une chance. Ça marche pas dans ce jeu, tu l'effaces, tu l'envoies dans la petite poubelle de ton téléphone et tu prends un nouveau jeu et dans celui-là, tu peux réussir. Mm-hmm. Alors, au niveau de l'échec, j'ai l'impression que vraiment, oui, il y a une peur de se louper, il y a une peur de se rater et que des fois, on se dit, quitte à plus vivre ma vie, des fois, je vais même la passer dans le virtuel, mais le virtuel, il n'est pas seulement dans l'écran, il est aussi dans la vie de tous les jours. Je vais faire un truc moins élevé ou moins dur que mes vraies capacités, comme ça, au moins, je réussis. En fait, moi, je dirais que j'entends tout à fait la problématique telle que tu la poses et je pense que c'est beaucoup associé aux émotions, en fait, qui sont liées à ce phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, si un enfant a fait l'association entre quand je suis en situation d'échec, on va moins me montrer d'amour ou moins me montrer de reconnaissance, et cette association-là va continuer. Donc en fait, si les parents vont donner des récompenses quand il y a des bonnes notes et puis vont gronder quand il n'y a pas des bonnes notes, automatiquement, c'est pas tellement la note qui va être l'élément déclencheur, mais c'est surtout la réaction du parent. Et en fait, c'est pareil aussi dans la société. Si quand on est riche, on est reconnu comme quelqu'un de bien, et quand on est pauvre, on n'est pas reconnu justement, on va faire tout pour avoir de l'argent. Ça va être un objectif en soi. Si les valeurs changeaient ou si on était plus connecté à nous-mêmes, on se dirait peut-être que je me connecte à moi-même d'abord, peut-être que je décide si je veux avoir une bonne note ou pas, et puis ensuite, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je décide ce qui est bien pour moi. Mais ça demande un degré de conscience et de connexion à soi-même qui, justement, est difficile de faire sur soi-même. D'accord. Alors, la peur de perdre, la peur de se faire engueuler, la peur d'être mal vu, etc., de pas être aimé, c'est clair. Ouais. Viens, on revient un tout petit peu sur cette peur de réussir. Ah ouais, celle-là, elle est moins Qu'est-ce qu'il y a sur la peur de réussir qui pourrait être expliquée Alors celle-là, elle me plaît beaucoup, celle-là, parce qu'elle est un petit peu traître. Parce qu'on se dit, mais quoi réussir ? Évidemment que j'ai envie de réussir. Qui n'a pas envie de réussir ? Et pourtant, c'est là où on voit qu'en fait, c'est un système d'association. Parce que si on a associé en fait à la réussite quelque chose de négatif. Je te donne un exemple. Des enfants, je pense que ça, tu dois le voir beaucoup plus. Moi, je le vois chez des adultes qui ont été enfants un jour, mais qui ont du mal en fait à dépasser, par exemple, la réussite de leurs parents. Mmh. Et donc, si, même à terme d'adultes, même à nos âges, s'ils arrivent à un certain stade et qu'ils voient qu'ils peuvent dépasser leurs parents et que ça pose un problème, ils vont s'arrêter eux-mêmes, ils vont se boycotter, ils vont se mettre des bâtons dans les roues à eux-mêmes pour pas dépasser leurs parents. C'est marrant, parce qu'en même temps que je te posais la question, j'ai eu une image biblique qui est revenue. Il y a une image connue dans Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, qui raconte qu'en vrai, le vrai malheur des habitants de Sodome, c'est qu'ils avaient réussi. Ah ouais. C'est-à-dire, c'était une réussite économique fulgurante. Okay. Ils ont eu plein d'argent tous. Uh-huh. Et là a commencé le problème en se disant, ouais, mais ça va attirer tous les pauvres du pays. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et donc, ils ont décidé entre eux, au début, c'est pas une loi,
Ils ont décidé entre eux de ne pas donner de tzedaka, de rien donner. On ne reçoit pas un pauvre, on ne reçoit pas un invité, on ne reçoit rien. Comme ça, on garde son argent. Et là, on voit bien la problématique de la réussite. Et ensuite, ça devient une loi par le roi de Sodome qui dit alors celui qui reçoit un invité ou qui donne tzedaka sera condamné à mort. Et tu vois comment la réussite va se retourner, même ta mentalité maintenant, en échec, voire en mort. On va te tuer si jamais tu... Et là, on est vraiment dans ce sujet-là. C'est-à-dire, attention, la réussite peut faire très peur aussi. Parce que je vais ressembler à tel monsieur que j'ai réussi et qui ne me plaît pas du tout. Parce que je ne vais plus voir mes enfants. Parce que... Et effectivement, là, on peut éclairer ce que tu avais dit. En fait, ce qui est passionnant, c'est de se rendre compte que les humains, on est comme des ordinateurs, en fait, avec des programmes. Et en fait, on peut se programmer à réussir, on peut se programmer à échouer. Mais c'est nous qui mettons les données du programme, en fait. Donc, si on décide de réussir, et si on se donne les moyens de réussir, si on s'ouvre les portes et qu'on dit, finalement, moi, la réussite, même si ça veut dire dépasser mes parents, même si ça veut dire certaines personnes vont arrêter de me parler, même si ça veut dire que je vais devoir changer de cadre social, c'est ce que je veux. Et réussir, en tout cas, quand on parle ici de réussir, c'est pas juste financièrement. C'est réussir dans sa vie, réussir à faire ce qu'on aime, réussir à être la personne qu'on a envie d'être. Même si ça veut dire faire des sacrifices, je serai prêt à le faire. Et donc ça, c'est une programmation dans laquelle il faut rentrer. Mais c'est un choix. C'est un choix et c'est une décision et c'est une prise de conscience déjà de vouloir arriver à ça. Et donc, la peur de réussir peut être très... Alors, je sais que tu es très forte sur un sujet dont on avait débattu dans le temps. C'est qu'on va des fois aussi adapter un narratif à ce qu'on fait, à nos échecs, à nos réussites, pour essayer de faire passer la pilule. Des fois, il faut avoir le bon narratif, les bons mots pour expliquer. Ça marche comment, tout ça ? En fait, le narratif, le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps, justement, de le construire. Et donc, quand, par exemple... Et donc, les gens que tu vois qui viennent chez toi ils n'ont pas de narratif. Ils n'ont pas de narratif. Non, ils n'ont pas de narratif parce qu'ils n'ont pas décidé, justement, ils ne se sont pas appropriés leur vie. Et donc, c'est qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je fais un truc, ouais, c'est pas très important, c'est un truc. Donc, déjà, la manière d'en parler, déjà, ça montre déjà l'importance qu'on y donne ou l'investissement qu'on y a mis à comprendre vraiment qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, pourquoi je le fais, quel sens ça a. Ça aussi, c'est une prise de conscience et ça aussi, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose qui peut venir naturellement. Donc, quel que soit le projet, ton narratif tout à l'heure de chef d'orchestre, par exemple, ça, c'est un narratif qui sonne juste. C'est un narratif qui sonne toi. On sent que même si tu n'as pas pris le temps d'y réfléchir ou de le construire, quand tu l'as dit, toutes les pièces du puzzle étaient complètement coordonnées et on voyait l'image se créer et ça correspondait tout à fait à toi. Ça se travaille. Ça se travaille parce que si tu n'es pas exactement dans ce que tu aimes faire, le narratif va être bancal. Alors, quelque part, une fois qu'on a trouvé les bons mots, on est déjà sur la bonne voie ? Pas vraiment, parce que sinon, les bons mots tout seuls, il y a le sens derrière. Hein. On parlait du sens tout à l'heure. On peut avoir un narratif décalé, avoir un narratif de gagnant, écoute, de winner. Moi, je suis coach. Moi, je suis coach. Donc, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on parle de narratif temporaire. Alors, le narratif temporaire, c'est celui qu'on peut adopter le temps de trouver, parce que des fois, ça prend du temps de trouver sa passion, de trouver ce qu'on aime. Donc, on peut avoir un narratif temporaire, même qui dit honnêtement, je suis en train de le chercher. Et c'est peut-être même plus vrai de dire je suis en train de le chercher que de raconter quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est marrant ce que tu dis, parce que je vois ça dans le narratif des gens, et ça se voit beaucoup sur les réseaux, sur LinkedIn, par exemple, qui cherchent du travail. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu, on voit, il y a un narratif temporaire comme ça. Quand je cherche du boulot, il faut présenter ça comme étant presque un boulot. Ouais. Je suis en train de faire quelque chose. De professionnel. Je suis en recherche active, toujours mettre le mot actif, hein, en recherche active actuellement de boulot. Je suis au chômage, quoi. Mais quelque part, tu m'as changé le truc. On a l'impression de voir un mec actif qui est en train vraiment de bouger. Il travaille presque. Ces moments-là, c'est des moments qui sont des moments de transition qui sont très intéressants à analyser en fait, parce que c'est dans ces moments-là où on se pose les vraies questions. Parce que quel boulot je vais chercher, pourquoi je vais chercher ce genre de travail, quelle interview, comment je vais me présenter. Donc c'est parce que quand on est dans une routine de tous les matins aller au travail et finir à 5 heures, on se donne pas le temps en fait de trouver. Mais quand on est en recherche de travail, on est obligé, on est confronté à qu'est-ce que je vais raconter. Et moi, ma théorie, et ça se vérifie à chaque fois, c'est que si on se connecte à notre essence, on va apparaître comme quelqu'un de vrai, comme quelqu'un d'authentique. Et la personne qui va nous voir en interview, même si elle a le CV devant, elle a la liste des expériences et des compétences, ça, elle l'a devant tout. C'est pareil pour tout le monde, mais par contre, elle va sentir l'humain qui est en face. Et cet humain qui est en face, c'est ça qui va faire la différence et qui va mettre le CV en haut de la pile. Ok, super. En tout cas, à propos de ce narratif, moi, je me rappelle, un jour, je m'étais posé justement énormément de questions. Parce que j'avais un enfant en moi qui m'avait téléphoné de l'école, qui m'a dit « Papa, il me demande ici, j'ai pas su répondre, tu fais quoi ?»
T'es toujours un peu surpris parce que tu dis, mais j'étais sûr d'avoir bien parlé, d'avoir expliqué. Et j'ai repris mon narratif, effectivement, et je m'étais rendu compte que oui, je parlais de plein de choses, d'éducation, de Alia, etc. Mais je n'avais pas su donner, en tout cas à mes enfants, une case claire, comme il y a le dentiste, là, tu sais, je suis ça. Et donc, pour eux, j'étais tout, mais rien en même temps. Et c'est ce qu'ils essaient de passer. Et à l'école, on a vraiment besoin de mots très clairs pour remplir les questionnaires, etc. Ça rentrait pas. Finalement, je rentrais pas dans une case. Alors, je savais pas d'ailleurs si je devais être content ou pas content, mais que mes fils soient perdus, ça m'inquiétait quand même. Un peu plus compliqué. Mais ce qui est intéressant avec le narratif, c'est qu'il est en même temps très lié à une réalité stable et en même temps, il évolue tout le temps. Je parle toujours de la spirale où on évolue en fait autour des mêmes thèmes, mais à un autre niveau. Et donc, on a un narratif qui est vrai pour aujourd'hui, mais peut-être demain matin, il va nous arriver quelque chose, on va réfléchir à une problématique différemment, et puis on va le transformer un petit peu. Et donc, il ne faut pas avoir peur de le transformer. C'est ça aussi qui est dynamique. Ok, on en reparle tout de suite dans la troisième partie de Plein l'ado. Troisième partie de l'émission Plein l'ado, et c'était à mon tour de poser une question à Nathalie à propos du Born to Do et de l'évolution de son moi intérieur dans la recherche où on était. Je rappelle un peu le contexte. On était parti un peu des ados qui aujourd'hui, selon les dires de plein de gens, même si je ne suis pas d'accord avec eux, n'ont plus de rêve, n'ont plus d'envie, ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, alors que nous, au moins, on savait. Moi, j'en savais strictement rien, mais ce n'est pas grave. La question que j'ai à poser à Nathalie, on a vu tout à l'heure Nathalie petite, qui se posait déjà plein de questions. Et puis à un moment, il y a cette décision de faire l'Alia, c'est-à-dire de rejoindre Israël, qui est jamais une décision qui est là par hasard. C'est pas une décision de partir aux États-Unis ou au Brésil. Il y a toujours un rapport à quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que c'était vrai pour toi? Il y a quelque chose qui s'est joué? Il y avait un appel intérieur quelque part? Écoute, je suis très contente que tu poses la question parce que je pense effectivement que l'Alia en tant que telle, c'est pas le mot Alia, c'est un mot qu'on utilise, un mot clé, mais finalement l'Alia c'est quoi? C'est avoir envie d'habiter en Israël, c'est avoir envie de se connecter à son peuple, à son identité, et puis avoir envie d'être un maillon d'une chaîne un peu plus grande. Et pour moi, sans le savoir, je l'ai compris a posteriori, mais sans le savoir, cette démarche, c'était une vraie démarche d'appartenance et de connexion à une identité. Et c'est vrai que je l'ai compris qu'une fois arrivé ici, quand j'ai senti à l'intérieur que les morceaux du puzzle se mettaient en place et que, comme si j'étais, comme on parlait tout à l'heure, j'étais à ma place. Voilà. Alors comment on ressent ça? Parce que quand on fait de l'Alia, on a tellement de problèmes administratifs, de papiers à régler, de trucs, qu'a priori, réussir à mettre les pièces, on imaginerait plutôt le puzzle partir dans tous les sens, dans tous les coins. En fait, moi, ma théorie, c'est que quand on se concentre sur sa vision à long terme, on arrive justement à rassembler toutes ses forces pour arriver à atteindre cette vision-là. C'est quand on n'a pas de vision et quand on pense juste au court terme de comment je vais faire mes papiers, mon administratif, qui sont très importantes aussi. Je ne dis pas, j'ai eu les mêmes problèmes que tout le monde et ça n'a pas été facile pour moi non plus. Mais comme j'avais cette vision-là, ça me portait à vivre quelque chose de plus grand et avoir un objectif qui allait se réaliser plus tard. La vision, elle est fonction d'une espèce d'appel intérieur, de quelque chose qui pousse, qui trace cette voie-là? D'une question, d'une vraie question. On parlait de sens tout à l'heure. Pour moi, à un moment donné, ça n'avait plus de sens de vivre en France. Alors, c'est personnel. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens pour plein de gens. Peut-être sûrement que plein de gens trouvent un sens. Mais moi, à un moment donné, dans ma vie, vivre en France n'avait plus de sens. Donc, j'ai posé la question pourquoi. J'ai eu la réponse Israël. Et à partir de là, l'objectif, c'était pas avoir un appartement ou une démarche administrative. Mais pour moi, c'était recoller les morceaux pour donner du sens à ma vie. Et une fois que je suis arrivée en Israël et que le sens a recommencé à prendre forme et que je pouvais être moi-même, tout le monde savait ce que c'était Shabbat, tout le monde savait ce que c'était manger cachère, tout le monde savait, j'avais plus besoin de m'expliquer. Je travaillais dans un contexte non juif en France, donc j'avais besoin d'expliquer, j'avais l'impression presque d'être schizophrène. En venant en Israël, ça s'est tout reconnecté, tout recollé. Et là, la vision de vivre quelque chose qui va me permettre justement de réaliser cet objectif, c'est ça qui permet que les morceaux du puzzle se collent plus facilement en tout cas. Donc pas de regret par rapport à cette Ah non, pas du tout. Je dis toujours c'est la meilleure décision que j'ai prise. Ça c'est clair. Magnifique. C'est clair. Et un exemple de mauvaise décision par exemple? Non, bon, on va laisser ça pour une prochaine émission. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu avais une question à me poser, toi? C'était ton tour, Bernard. Oui, toi, tu m'as posé la question sur la LIA. C'est vrai, ça, Bernard. Alors, est-ce que j'ai une question à te poser? Tu as le droit de renvoyer la même, hein, si tu veux. J'ai le droit de renvoyer la même. Mais je sens que tu hésites. Non, pourquoi? Je pourrais dire quelle place joue Israël, justement, dans la réalisation de ton toit intérieur?
Pour moi, ça a été une espèce de révélation, parce que moi, contrairement à toi, j'étais très sioniste en France. J'avais fini mon bac avec des envies, Israël, c'était très beau, mais je n'étais pas prêt à monter obligatoirement. Ok. Par contre, ma petite copine de l'époque était très, très motivée, et donc on voyait que c'était déjà sérieux, le lien, et donc qu'est-ce qu'on allait faire, quoi. Ah ouais. Si moi, je n'étais pas prêt, elle a été très, très attirée par Israël. C'était soit moi, je devais la convaincre de rester en France, je ne me voyais pas du tout dans ce rôle, soit il fallait se jeter à l'eau et partir. Mais là, ma famille n'était pas prête, moi-même, j'étais assez hésitant. Quand ça ne vient pas d'une vraie motivation où tu t'es préparé toi-même, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, j'ai décidé de la suivre. Et arrivé ici, ça a été une espèce de révélation. On parlait tout à l'heure de l'intériorité du Born to Do. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé une espèce de carapace comme ça. Et tu dis, oh là là, je vais être très fragile. Et au contraire, je me suis senti extrêmement fort. Wow. C'est-à-dire par rapport à d'habitude, et pourtant j'avais grandi, j'avais fait les mouvements de jeunesse, j'avais pris plein par rapport aux petits garçons qui se faisaient crocheter dans la cour de récréation, j'avais pris beaucoup d'assurance. Mais là, en arrivant en Israël, j'ai eu l'impression qu'on venait de me construire un petit char d'assaut autour et que j'allais devoir manœuvrer avec ça. C'est-à-dire que j'étais en parfaite adéquation. D'ailleurs, ça a été un choc un peu trop fort. J'ai passé mon année préparatoire, mon année de Mechina, sur une espèce de butte à côté de Harat Sofim. Les gens allaient en cours et moi, j'allais sur une petite montagne où je regardais la vieille ville. Ouais. Alors les gens qui me voyaient disaient le syndrome de Jérusalem, le pauvre garçon, c'est très possible aussi, mais j'avais une espèce de syndrome de beauté retrouvée. C'est-à-dire, j'avais l'impression que j'avais trouvé la beauté, mais pas seulement la beauté extérieure, le coucher de soleil sur Jérusalem. Il y avait plus rien qui me faisait peur ou mal. Je restais la journée, vous voyez les journées israéliennes, sans chapeau, etc., découvert à regarder la vieille ville, et il ne m'arrivait rien, je me desséchais pas. J'étais dans une phase où j'avais vraiment l'impression d'être tellement en adéquation avec moi-même qu'au bout de 2-3 mois, je devais être même presque agressif envers les gens de France et tout, en disant mais vous comprenez rien, quoi. On passe cette étape-là. Vous comprenez rien. Et donc, ce moment-là, pour moi, a été très, très fort. Et il a marqué pratiquement toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire cette empreinte d'Israël pour te dire, allez, tu peux trouver ici ta vraie dimension, tu peux trouver ton toi complètement et le réaliser. Pour moi, ça a été très, très clair. Après, il fallait passer à l'action et concrétiser tout ça. Et ça, c'est moins simple. C'est clair, mais c'est vrai que cette réalisation-là fait partie de ce qui rend plus facile, en tout cas, la mise en pratique et la partie technique. C'est évident. À partir du moment où tu es convaincu que tu as trouvé alors, les trucs techniques, etc., tu vas presque les regarder presque comme des choses obligatoires du processus. Ouais. Donc, c'est plus important, c'est plus un truc qui peut te faire tomber, encore moins repartir en France, etc. Ouais. On parlait tout à l'heure de peur, et c'est clair qu'il y a beaucoup de peur qui est associée à quitter un pays qu'on connaît, à quitter des repères et à se plonger dans le vide. Et je pense que se connecter à cette vision-là, ou se connecter à ce besoin de se reconnecter à son identité, ça peut nous permettre de passer outre ces peurs-là. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans le processus de la LIA, parce qu'on parle beaucoup de comment trouver un appartement, comment trouver un travail, comment trouver des écoles pour les enfants, ce qui est très important aussi, mais on ne parle pas forcément de comment se reconnecter à son identité, qui fait qu'on va avoir la force dans la tête et psychiquement, émotionnellement, de passer une expérience qui techniquement est difficile, mais finalement c'est une bonne nouvelle quand même. Alors toi, tu as une expérience un peu différente de la mienne, dans la mesure où tu arrives en Israël avec des enfants. Ouais. Et quand on arrive avec des enfants, il y a quand même ces peurs-là de comment je vais faire manger, où ils vont aller à l'école, est-ce qu'ils vont apprendre l'hébreu, est-ce qu'ils vont s'adapter, est-ce qu'ils vont pas. Et c'est quand même une autre problématique. C'est clair. Mais c'est là aussi où son émouna, sa croyance, ce en quoi on croit, porte aussi sa famille. Parce que si on n'est pas assez fort pour le croire pour soi et pour ses enfants, les enfants, eux, ils voient le concret. Ils voient qu'ils avaient des copains à l'école et qu'on les a enlevés des copains, qu'ils parlaient une langue qu'ils ne comprennent plus rien, qu'ils allaient au foot et que maintenant ils ne savent pas comment jouer. Donc moi, mon fils avait 10 ans, ma fille en avait 8. Donc c'est des âges qui commencent à devenir un petit peu compliqués par rapport à leur vie sociale, comment ils ont été déracinés. Et c'est vrai, c'était très difficile. Et c'est sûr que c'est un moment de transition difficile, mais c'était justement ma croyance à moi et la force avec laquelle je croyais et que c'était vraiment ce qu'il fallait pour moi et pour mes enfants qui a fait qu'on a pu tenir le coup. Et aujourd'hui, officiellement, ils me remercient, ils me disent merci. Heureusement, à chaque fois qu'on rentre en France, ils disent oh là là, tu te rends compte, si on était resté en France, on aurait été là. C'est sûr que les gens en France vivent les vies qu'ils ont à vivre et il n'y a pas de jugement ici, mais les enfants aujourd'hui, mes enfants en tout cas, apprécient cette décision et il fallait tenir le coup. Il fallait tenir le coup psychologiquement, émotionnellement, bien plus que financièrement et techniquement.
Alors, de toute cette expérience-là, tu as pris de la force, mais ça t'a aussi conforté dans ta volonté, justement, et dans ta capacité à arriver à ce que tu fais aujourd'hui? Clairement, parce qu'en regardant a posteriori, je me rends compte qu'en fait, chaque étape de ma vie, c'est une étape où j'ai dû prendre des décisions qui étaient liées à la recherche de sens. Et donc, que ce soit l'endroit où on vit, que ce soit comment on vit, quelle activité professionnelle, quel genre de vie affective on veut avoir, quel genre de vie sociale on veut avoir, où on veut habiter, tout ça sont des décisions qui nous portent et qui, en fait, nous montrent après la vie idéale qu'on aimerait vivre. Et alors, c'est sûr que c'est un chemin qui s'arrête jamais, hein, jusqu'à la mort. On a toujours envie de faire les choix qui nous correspondent, mais je pense quand même, et ça je pense que c'est clairement quelque chose qu'on voit, c'est au moins commencer à se poser la question. On ne sait pas si on a toutes les réponses, mais au moins commencer à se poser la question. Alors toi, tu avais commencé, on avait vu très jeune, Oui. parce que on t'avait vu tout à l'heure à 8 ans qui se posait déjà plein de questions. Tu as l'impression que la grande fille commence à trouver les réponses que se posait la petite, ou à affiner les questions au moins? Écoute, plus je trouve de réponses, plus je découvre d'autres questions. Ah oui, Donc ça s'arrête pas. Cercle infernal. Ça s'arrête pas, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait, c'est ce qui montre la richesse du moteur, c'est ce qui montre la passion, c'est ce qui montre comment on alimente. Et je découvre de plus en plus de gens qui sont aussi des exemples inspirants de comment eux-mêmes ont réalisé leurs rêves, de comment eux-mêmes ont à chaque fois décider d'aller plus loin, et ça fait plus peur au bout d'un moment. Au contraire, ça devient quelque chose qui est comme un jeu où on a envie d'aller découvrir, on est curieux de savoir quelle va être la prochaine étape. Mais il faut le premier déclic qui dit j'ai pas peur. J'ai même pas peur, comme on dit. Ça veut dire j'ai pas peur, je vais aller vérifier ça. Si je peux le faire, je le ferai. Si je peux pas, j'attendrai. Peut-être ça sera pour plus tard. Mais au moins avoir l'ambition et la volonté de vouloir aller le vérifier. Alors, comment tu définis un peu ce que tu fais aujourd'hui? Tu crées justement ce déclic-là, tu allumes cette petite flamme intérieure en disant allez, hop, hop. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Tu travailles sur les démarreurs. Ouais, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que mon travail, c'est ça. Mon travail, c'est d'aider les gens à justement prendre conscience de leurs questions, à pouvoir les formuler déjà, parce que c'est tout un travail de formule, de passer de l'intuition à la formulation de la question, et puis ensuite de voir comment un détective, comment on fait une enquête avec une petite loupe et on passe vraiment chaque élément de sa vie, chaque élément de sa personnalité, chaque élément de son expérience professionnelle, personnelle. Il y a tout un système de recherche intérieure et extérieure qui font qu'à la fin, on a des réponses et on commence à se regarder un peu comme un objet extérieur. On dit, tiens, c'est vrai, je suis intéressé par ça. Tiens, c'est vrai, je me rends compte que j'ai toujours aimé ça dans ma vie. Et puis, on commence à connecter les dots et puis on se rend compte que finalement, il y a un thème transversal. Et puis, ce thème-là, si on l'utilise comme un moteur dans sa vie, on sera d'autant plus puissant et d'autant plus fort que si on le laisse dans un placard et puis on fait comme si on allait faire comme tout le monde, quoi. Alors, on a l'impression dans ce que tu as dit qu'il y a effectivement, et je veux revenir un peu sur ce que tu as dit juste avant, sur les questions de Alia. Oui, effectivement, il va y avoir les papiers, il va y avoir les choses à faire, l'administration, il y a les problèmes de fric et tout. Puis on a l'impression qu'il y a un niveau qui est un peu au-dessus, où tu as une visibilité un peu plus grande de ce que ça va t'apporter, tu as une perspective, et où tu peux un peu sublimer tous ces trucs-là en disant, bon, c'est vrai tout ça. Mais si tu les regardes d'ici, Ouais. c'est énorme, prends un peu de recul, regardez, et surtout, trouve-toi une motivation qui est au-dessus de ces trucs-là. Ouais. Et c'est pas parce que c'est bien Israël parce qu'il y a plus d'allocations qu'ici, ou c'est moins bien que la France, mais c'est une vision un peu globale qui dit, dans la globalité, maintenant que j'ai pris du recul et que je vois, c'est évident que c'est là, et donc maintenant je dois sauter les obstacles et je dois passer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une étape qu'il faut passer, il faut réussir à monter à l'étage de au-dessus, d'où on voit mieux et on perçoit mieux, et il y a vraiment un moteur, une motivation qui est beaucoup plus forte que ces petits trucs. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de programme et on parlait de comment on est des humains, mais on est quand même programmés. Et en fait, on a la chance ou la malchance, ça dépend comment on l'utilise, de pouvoir vivre nos vies à plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau effectivement technique et pratique. Il faut trouver un travail, il faut manger, il faut savoir où habiter. Et puis après, il y a toujours un autre niveau où on se rend compte que notre esprit, finalement, il réfléchit beaucoup plus qu'on le pense. C'est-à-dire qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais on a des pensées tout le temps qui nous... Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je pourrais faire autre chose? Et donc, ces pensées-là, il faut les attraper et au lieu de les laisser tourner en rond, se dire, tiens, peut-être que je peux les utiliser à quelque chose de plus grand. Comme tu dis, à une vision plus grande. Et ça prend du temps. On n'a pas des résultats tout de suite, mais au moins, on lance la machine. Et donc, on est programmé pour pouvoir réfléchir à plusieurs niveaux. À un niveau technique, mais aussi à un niveau beaucoup plus à long terme et avec une vision qui est beaucoup plus holistique et beaucoup plus qui nous permet de nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand.
On a encore 1 minute et demie avant la fin du 3e quart d'heure. Comment réagissent les gens quand tu leur parles de cette façon ? C'est tout de suite, ils comprennent, ils sont connectés, ou il y a une phase de mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors, tu sais, moi, j'ai une grande phrase, je dis tout le temps, on me demande quel est mon pourcentage de réussite, tu sais, dans mon travail. Les gens aiment bien avoir des chiffres. Et moi, j'aime bien répondre toujours 100%, bien sûr. Pourquoi 100% ? Parce que, en fait, moi, c'est facile, mon travail. Les gens qui viennent à moi ont déjà la question. Parce qu'on ne peut pas venir faire ce travail de recherche sans avoir une question et justement un gros point d'interrogation en disant « il me manque quelque chose, il y a un morceau du puzzle qui n'est pas là, je me sens décalé, je ne me sens pas à ma place ». Et en fait, moi je dis toujours, dès qu'on a posé la question, on a déjà fait 50% du travail. Donc moi, il ne me reste plus qu'à faire les autres 50%, c'est-à-dire les aider à trouver le chemin de la réponse. Mais en fait, tant qu'on n'a pas la question, on n'entend même pas ce que je dis. Donc, les gens qui n'ont pas la question, ils viennent même pas me voir. Donc, d'office, c'est du 100%. Tu sais que s'ils sont là, c'est qu'ils sont sur la bonne voie. Ils ont une question, ils ont une recherche, ils ont un point d'interrogation, ils se sont arrêtés à un moment donné et ils ont dit « Ah, là, il faut que je réfléchisse ». Et là, quand ils viennent me voir et qu'ils me trouvent, ensemble, on peut trouver une solution. Mais s'ils n'ont pas la question, il n'y a pas de démarrage. C'est passionnant. Heureusement qu'il nous reste un quart d'heure pour y voir plus clair. À tout de suite, on se retrouve pour le dernier quart d'heure de Plein Lado qui va passer comme d'habitude cette heure-là, beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. À tout de suite, Nathalie. Ça marche. Dernière partie de ce Plein Lado qui est un peu exceptionnel aujourd'hui, ce petit ping-pong avec la coach Nathalie Garçon, la spécialiste du Born to Do, et qui est ping-pong qui n'est pas désagréable. On va faire un dernier set. Un dernier set. Alors Nathalie, c'était à toi. Est-ce que tu as eu une question dans ces derniers quarts d'heure ? Attention, on va devoir aller vite et parler parce qu'on a encore plein de choses à dire. Il faut le faire rentrer dans le quart d'heure. Alors, à ton tour. Eh ben, écoute, oui Bernard, moi j'ai une question. On parle de Born to Do, on parle de réaliser ses rêves, on parle d'exprimer sa passion, d'être en alignement avec soi-même. Et j'ai envie de te poser comme question, comment aujourd'hui, professionnellement, tu réalises ton Born to Do ? Quels sont tes projets justement pour réaliser tes rêves et comment tu es aligné avec ta passion aujourd'hui professionnellement ? Alors ça, c'est pas dur. C'est sympa. Ah ouais. Tu m'as branché sur le sujet qui me plaît. Allez, vas-y. Dans la première question que tu avais posée, je t'avais parlé du chef d'orchestre, etc. Ben, je n'ai pas renoncé. D'accord. Et pour ne pas renoncer, c'est vrai que je m'occupe d'adolescents, mais quand tu t'occupes d'adolescents, tu dois t'occuper aussi de leurs parents, parce qu'ils sont souvent dans des situations très difficiles à cause des ados qui partent dans tous les sens, qui ont énormément d'énergie, etc. Et moi, j'ai monté un projet ces dernières années. Je réfléchis énormément, je consulte énormément, je parle avec des gens qui s'appelle l'éducation de l'intérieur. Ok. Quel est le principe ? Le principe étant que pour moi, la plupart des choses qui sont faites en éducation, même des choses qui marchent bien, qui sont sympas, qui passent bien, c'est de l'éducation de l'extérieur. Okay. Je viens, je t'explique, tu devrais faire tes devoirs, tu devrais faire attention à ta carrière demain, tu veux que je t'aide, tu veux que je te prenne un cours particulier, mais on n'est pas obligatoirement en connexion avec l'intériorité du gosse, avec ce qu'il aime vraiment, et lui-même n'étant pas souvent en connexion avec lui-même, ben on l'a perdu un peu dans le jeu. Donc je suis en train de monter actuellement un projet qui est très mignon, qui va sortir un peu partout. Kalita me file un coup de main, mais il y a aussi d'autres associations, il y a des gens qui sont derrière, et qui consiste à dire, moi, je veux faire de l'éducation de l'intérieur, je vais aller m'occuper de ce dont ce gosse a envie. Je ne veux pas qu'on m'amène des gosses en me disant, regardez, vous savez comme c'est dur pour un enfant de voir ses deux parents qui l'amènent chez quelqu'un, un psychologue, un spécialiste, un éducateur, en disant notre enfant pose des problèmes. Ouais. Vous êtes le problème de vos parents, mais c'est un truc terrible. Non, l'enfant ne pose pas des problèmes. L'enfant a une énergie incroyable, très mal utilisée. On parle du gaz aujourd'hui, du pétrole qu'on a trouvé, mais et l'énergie de nos enfants, leur inventivité, leur créativité, la réalisation de leurs rêves, etc. Tout ça, c'est une énergie folle qui peut changer le monde beaucoup plus sûrement qu'un puits de gaz. Clairement. Et ben moi j'ai envie de gérer ça. J'ai monté un projet qui va permettre au gosse de se trouver dans une ambiance où on a besoin de lui, on le regarde avec un regard bienveillant, où on a confiance en lui, on va lui donner confiance, on va l'aider là où c'est difficile pour lui, mais on va surtout l'aider à s'exprimer là où c'est facile, là où il peut se lâcher, on va lui donner les moyens de le faire. Et cette construction qui en parallèle est suivie par les parents qui vont recevoir aussi une formation va lui permettre
à lui d'aller justement jusqu'au bout de son potentiel, son Born to Do. D'ailleurs, on compte te contacter bientôt pour faire une adaptation de tout ce que tu fais un peu pour les jeunes aussi, parce que je veux qu'ils ressortent avec des rêves, avec des envies, avec des ambitions et avec une confiance en eux énorme. Je suis convaincu qu'à partir du moment où ils rencontrent d'autres gens comme eux, qui ont des passions, qui savent pourquoi ils font les choses, que tout devient facile. L'école, ça devient facile, les relations avec tes parents, parce que une fois que tu es toi-même, tes parents peuvent se permettre d'être eux-mêmes et donc il n'y a plus aucune raison qu'il y ait des frictions. Il y a des frictions quand tu portes un masque. Et si on est dans le mois de Pourim, on met des masques à Pourim pour dire en vrai, c'est malheureusement ce qu'on est obligé de faire toute la journée dans la vie. Mais à la fin de Pourim, on jette le masque et on redevient soi-même. Et ben, mon projet va être de rendre les gens eux-mêmes, et quand ils sont eux-mêmes, tous les gens sont des gens extraordinaires. Tous les gens ont un potentiel incroyable. Seulement, si on leur donne pas la chance de pouvoir l'exprimer, si cette énergie n'est pas canalisée, ne va pas dans le sens de ceux dont ils ont envie, eh ben, ils vont partir en cacahuète et ça va faire des bêtises dans tous les sens et on va être obligé de sortir la Ritaline, des paquets. Non, c'est pas obligatoire et surtout pas dans tous les cas. Ouais. Je te renvoie la question maintenant que j'ai exposé tout ça. Et toi alors? Bah écoute, déjà, j'adore ton projet, c'est génial. Je vois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il va faire date. Ah ouais, c'est clair, on va en entendre parler, j'en suis sûre. Ton énergie, l'énergie des ados ensemble, ça fait des feux d'artifice, ça c'est clair. Merci, et je te souhaite vraiment Behatzlacha. Bon alors, et toi? Bah alors, et moi? C'est quand même toi l'invité du jour. Remettons les choses à leur place avant la fin de l'émission. Bah écoute, moi, suivant justement ma passion, suivant mon Born to Do, découvert il y a quelques années maintenant, j'ai monté justement une méthode. J'ai créé une méthode de découverte du Born to Do, puisque tout le monde me demandait mais comment on fait pour découvrir le Born to Do? Et en fait, c'est une méthode qui est très claire en 6 étapes. Comment on monte une méthode? Tu as dû passer des centaines d'heures. Beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. À vraiment faire l'inventaire de tout ce qui existe, de tous les livres que j'ai pu lire, de toutes les personnes qui parlent de sens, les personnes qui parlent de passion, les personnes qui parlent de rêve, et aussi mon expérience personnelle, et aussi les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Et on a ensemble monté vraiment cette méthode qui, aujourd'hui, est vraiment vérifiée comme une méthode qui permet d'arriver à ce que j'appelle aujourd'hui le Born to Do Statement. Ça veut dire cette phrase comme un peu la mission statement d'une entreprise, comme la vision d'une entreprise. On est soi-même une entreprise, on est soi-même un projet, et on a une vie avec beaucoup d'éléments de projet à gérer. Et en fait, cette phrase, c'est voilà quel est mon rêve, voilà quel est mon objectif, voilà quel est mon projet. Et cette méthode permet d'arriver à ce résultat-là. Donc ça a transformé des vies. Inutile de te dire que les gens qui sont passés par cette méthode ont découvert des aspects d'eux qu'ils connaissaient quelque part au niveau intuitif, mais qui n'avaient pas vraiment exprimé dans des mots clairs et qui n'avaient pas pu traduire en quelque chose qui peut être exécutable. Et donc cette méthode aujourd'hui est accessible en ligne. J'ai un cours en ligne, donc on peut s'inscrire. C'est génial. On peut passer par cette méthode en 6 étapes, avoir forcément mon accompagnement et mon approche pour aider les personnes à aiguiller justement ces exercices. Les exercices sont retomber amoureux de soi-même, se reconnecter à ses rêves d'enfant, savoir ce qu'on ferait si on n'avait pas de limite, un petit peu la question de la baguette magique que je t'ai posée tout à l'heure, savoir quelles sont les personnes qui nous inspirent, quels sont les livres qu'on lit, quels sont les films qu'on voit, savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps libre, et savoir comment on remet tous ces morceaux du puzzle ensemble pour arriver à cette phrase qu'on appelle le Born to Do Statement, qui nous permet de dire, voilà, quand je suis dans cette vérité-là, je suis aligné avec moi-même, je suis aligné avec ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire. Et là aussi, comme tu disais tout à l'heure, très justement, là où on a le plus de chances de réussir, parce qu'on est naturellement et organiquement dirigé vers cette vérité-là. Donc, c'est ce que je propose aujourd'hui. J'ai un site, nataliegarçon.com. C'est pas très difficile. nataliegarçon.com, Nathalie comme Nathalie, garçon avec comme, un G et un S au milieu. Voilà. .com. Bon, si vous loupez, c'est que votre Born to Do, c'est de retourner à l'école. Voilà, c'est un site, c'est en anglais, je précise, on est dans un public francophone, mais en tout cas, c'est un site en anglais. Il y a une méthode auquel on peut s'inscrire, et moi, effectivement, j'ai tourner aussi la méthode du Born to Do beaucoup plus visée vers les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs, c'est mon public chéri. C'est les personnes qui peuvent exprimer leur créativité, c'est les personnes qui se donnent les moyens de réaliser des projets en dehors des cadres et des sentiers battus. Et là, les entrepreneurs, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite aux projets qu'on peut réaliser. On pense
que c'est parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps, on n'a pas d'idées, mais en fait, dès qu'on se connecte à son Born to Do, dès qu'on se connecte à cette énergie vitale, on trouve les moyens. On trouve les moyens et j'ai des histoires, des success stories à n'en plus finir de personnes qui ont trouvé les moyens, les idées, les personnes pour leur faire réaliser leur projet. Et c'est ce que j'aime faire, c'est transformer le Born to Do dans un projet qui non seulement peut réussir au niveau personnel parce qu'on fait ce qu'on aime, mais qui peut surtout nous faire gagner de l'argent. Ah oui, parce que... Attention, il faut répéter. J'avais pas suivi, donc on fait comment pour gagner la cagnotte? On met le doigt sur le bon bouton. Mes doigts sur le bon bouton. Ça me rappelle une phrase que j'avais lue il n'y a pas longtemps qui disait toute cette histoire de Born to Do. Le jour de ton anniversaire est extrêmement important parce que c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus vivre sans toi. Et ouais. Il y a quelque chose d'intéressant comme ça. J'ai trouvé ça très mignon et en même temps, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, effectivement, tu as l'impression qu'il y a des milliards d'individus, mais si jamais on t'a permis d'être là et de venir, tu viens apporter un truc que personne ne peut apporter. Il y a une raison unique. Et donc, il faut le rechercher quand même. Il y a un vrai intérêt. Donc voilà. Là, ça mérite un peu... Tous les investissements ne sont jamais de trop. Je vais trouver pourquoi je suis venu finalement. Voilà. Et la formule magique en fait que je propose, c'est une fois qu'on a découvert son Born to Do et qu'on décide de faire tomber les peurs et qu'on décide de réaliser son projet. Alors ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être aussi un projet de salarié. C'est pas forcément la forme qui compte, mais quand on décide de réaliser son projet, et ben là l'énergie s'aligne et on arrive à trouver les ressources qu'on veut. Et c'est là où on est le plus potentiellement capable de réussir sa vie, mais réussir aussi financièrement. Donc c'est un petit peu relier un peu les deux. On pense on peut pas toujours faire ce qu'on aime, il faut choisir soit faire de l'argent, soit faire ce qu'on aime, c'est faux. Au contraire, si on fait ce qu'on aime, c'est là où on aura le plus de chances de faire de l'argent et de réussir dans tous les niveaux de sa vie. C'est ça la formule magique. Bon, c'est absolument génial comme formule. Une petite question, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission, là, très sérieusement. Est-ce que le fait de réaliser un peu, de comprendre son Born to Do et de commencer à s'approcher de ça et d'avoir des envies, des projets, c'est quelque chose, tu le remarques aussi dans ton entourage, dans ta famille, le regard qu'on portait sur toi et qu'on porte aujourd'hui sur toi. Tu as l'impression que ça change aussi le regard des gens, tout ça? Ça va dépendre des gens qui se sont posé la question ou pas. Il y a les gens qui ont commencé à se poser la question et qui reconnaissent le moteur, qui reconnaissent l'énergie motrice et qui ont envie justement de s'accrocher un petit peu au train qui est parti de la gare déjà, qui a quitté la gare. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils ne se sont pas encore posé la question. Et ceux-là, ils regardent un petit peu ça en disant mais c'est du chinois, on ne comprend pas très bien, comment on fait pour y arriver. Mais c'est vraiment une question de se poser la question. Alors justement, tu as dit que sur Internet, tu as commencé à aller vers eux aussi en disant bon, mais venez essayer, venez répondre à quelques questions et comment on les attrape ces gens-là, comment on les réveille un peu en disant d'accord, bien sûr il faut aller au boulot, bien sûr il faut faire ci, bien sûr il faut faire ça, bien sûr les notes de tes enfants c'est important. Moi je sais parce que je pousse un peu aussi les parents dans ce sens en disant il faut aller voir un peu au-delà de tout ça. Vous regardez les notes, des fois plus que votre gosse, il faut le regarder à lui aussi de temps en temps. Et comment on arrive à leur faire passer ce message-là? Il faut commencer à s'ouvrir à ça, même un peu, faire un petit pas. C'est en fait une grande question que tu poses, parce que comment on fait pour réveiller une conscience de quelqu'un qui ou n'a pas envie, ou a trop peur, ou est un petit peu endormi de ce côté-là? On a beaucoup de chance. Oui, mais en général, il ne va pas se dire ça. Il va dire, non, moi, les trucs d'inspirer comme ça, la philosophie, les yin, les yang... Je vais te dire, on a beaucoup de chance parce qu'on vit dans une époque où technologiquement, on a accès à beaucoup d'informations. On a les réseaux sociaux, on a Internet. Je pense qu'on n'apprécie pas assez la chance qu'on a de pouvoir, juste en tapant quelques mots sur un clavier, avoir des ressources et des sources d'inspiration folles. Donc aujourd'hui, les gens qui cherchent un tout petit peu vont trouver. Est-ce que nous, c'est notre rôle à nous, je pense à toi et à moi qui sommes des avocats justement de cette cause-là, c'est d'être accessible. C'est de savoir, si on va sur Facebook, on nous trouve. Si on va sur Internet, on nous trouve. Si on met Born to Do, on me trouve. Si on met Ado, on te trouve. Donc tout ça, c'est notre rôle à nous. C'est un peu le motto de Mark Zuckerberg actuellement. Oui, lui, il nous aide beaucoup à nous recentrer sur notre vision personnelle des choses. Mais... Il sera notre invité d'ailleurs la semaine prochaine. Après moi, bien sûr. S'il commence à me répondre.
Je lui ai dit, tu passeras derrière Nathalie Garçon. J'ai vu que ça a touché. Ouais, c'est un argument écoute, ça fait souvent cet effet-là. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, je pense que notre rôle, c'est d'être accessible, d'être visible. Mais après, il faut lancer un peu un pavé dans la mare. Il faut lancer des histoires inspirantes. Il faut donner accès à des questions auxquelles peut-être les gens ne pensent pas, faire se poser des questions. Moi, j'ai souvent des commentaires, des personnes qui me contactent, qui me disent « Ouais, j'avais jamais pensé à ça comme ça ». On fait ce qu'on peut. Ceux qui veulent passer l'étape de vraiment retrousser les manches et se mettre à bosser et réfléchir à ces questions-là le font. Et d'autres peut-être attendent le bon moment pour le faire. Nathalie, c'était un plaisir de te recevoir dans cette émission. Bernard. Rappelle ton site, nathaliegarçon.com. Voilà, avec un S, garçon. Oui, garçon avec un S. N'essayez pas de laisser, c'est dit comme d'habitude. Je vous rappelle le numéro de la boîte vocale, le 050 430 80 20, ou téléchargez l'application Studio Qualita sur l'App Store et sur Google Play. www.studioqualita.com 02 940 15 77, c'est pour nous contacter. Et n'oubliez pas nathaliegarçon.com parce qu'elle a été passionnante aujourd'hui. Merci Nathalie. Merci Bernard. Pourim Samer, c'est bientôt. Pourim Samer, merci. Salut. Bye. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.